Ok, la prochaine fois que je filme ce genre de contenu, rappelez-moi de privilégier les incrustations au montage plutôt que de sortir tous les livres dont je vais vous parler en version physique, parce que mes bibliothèques sont tellement pleines de trous qu'on dirait une cave à fromage qui aurait été visitée par une horde de rats qui sortirait d'un dry January particulièrement compliqué. C'est pas grave. Hello mes petits minestrones dragibustes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'enfin prendre le temps de me poser avec vous pour discuter ensemble de toutes mes sagas en cours, pour faire le point sur celles que j'ai commencées, celles que j'ai terminées, abandonnées, celles qui sont carrément en stand-by depuis plus de 12 mois. Je vous remettrai la première édition de ce rendez-vous directement dans la petite fiche ainsi qu'en barre d'infos. Si vous voulez avoir un point de comparaison avec ce que je m'apprête à vous dire cette année, je pense que ça peut être assez intéressant, mais sans plus d'introduction, je vous propose qu'on plonge directement dans le cœur du sujet. Ça risque d'être un petit peu long vu tout ce dont on a à discuter, alors n'hésitez pas à faire pause, à vous munir d'une bonne tasse de votre boisson préférée, pourquoi pas d'un petit truc à grignoter, et on y va. Je sais pas trop par quoi est-ce que j'ai envie de commencer, plutôt par les bonnes nouvelles ou est-ce que je passe directement pour une cancre? Je me tâte. Je pense qu'histoire de se mettre en jambes, je vais vous parler de toutes les séries que j'ai enfin pris le temps de terminer l'année passée. C'est le cas par exemple de la duologie Une histoire de moines et de robots qui s'appelle Une prière pour les Sims timides, c'est écrit par Becky Chambers. On a eu ce deuxième et dernier opus au premier trimestre de l'année 2023 et il a surpassé en tout point son prédécesseur. Si vous ne connaissez pas, c'est de la science-fiction qui peut se rattacher au sous-genre solar punk, donc de la science-fiction dite positive, dont Becky Chambers est l'une des figures les plus emblématiques. En termes de contenu, en quelques mots, on est sur l'histoire d'un moine de thé et d'un robot qui sont tous deux en quête de sens et qui vont faire un bout de chemin main dans la main dans cet univers très utopique. C'est philosophique, c'est solaire, c'est réconfortant, un must-have. Autre série dont le dernier volume est paru en 2023, il s'agit de Sauveur et Fils avec le tome 7 qui vient clôturer cette saga jeunesse qui met en scène Sauveur Saint-Yves, un psychologue qui reçoit bon nombre de patients et avec qui on va évoluer et grandir, se questionner sur l'humanité, sur les rapports intrafamiliaux, bon nombre de thématiques très contemporaines, très actuelles comme le harcèlement, comme des faits de société sont abordés avec humour, tendresse et humanité par Marion Muraille, mais aussi sa fille Constance Robert Muraille dans ce tome-là. Et c'était un final parfait en tout point. Je vous recommande, une fois n'est pas coutume, cette merveilleuse série qui va beaucoup me manquer. Je vous parle également de la saga Small Places qui est écrite par Catherine Arden et publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Le quatrième et dernier opus est sorti cet été. Il s'intitule Effroi à la fête foraine et croyez-moi qu'il porte très bien son nom si jamais vous êtes phobique des clowns. Ne tentez même pas de l'ouvrir, voire même de regarder sa couverture parce que ça va vous mettre dans le mal. C'était pas la meilleure conclusion, je l'ai trouvé assez bâclé par rapport aux soins apportés au reste de la saga, mais globalement je reste convaincue par le projet et par l'ambiance proposée par l'autrice, puisque le principe en est assez simple, ça me fait même penser au Chair de poule de l'époque, dans la mesure où on va suivre un trio de jeunes personnages, Holly, Coco et Brian, à qui il va arriver des aventures qui frisent un peu avec l'horreur, en tout cas qui vont vous faire dresser les poils sur les bras. Chaque tome est consacré à une saison, à une atmosphère et à une ambiance toute particulière. Le premier tome se déroule dans un champ de maïs aux abords d'une ferme hantée. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est quand même un très chouette voyage. Maintenant, on va s'intéresser aux deux reliques qui sont enfin sorties de ma pile à lire et qui me permettent de clôturer des sagas qui traînaient en me regardant avec leurs yeux furibonds, vous voyez, depuis le fond de mes bibliothèques, depuis des lustres, depuis Mathusalem. Je pense qu'il y en a même une qui doit avoir des culottes de gladiateur tellement elle est là depuis la nuit des temps. Je vous parle de la trilogie Les Mystères de Larry Spem de Lucie Pierre-Apajot, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai enfin pu clôturer cette trilogie avec ce tome qui s'appelle L'Élixir Ultime. Si jamais vous n'en avez pas du tout entendu parler, c'est de l'Uchronie steampunk qui part du principe que la révolution de la commune a abouti. Il y a donc eu une forme de sécession entre Paris et le reste de la France, puisqu'au sein de la capitale, les différences de classe ont été abolies, tous les privilèges ont été supprimés. Mais bien évidemment, ce nouvel état de fait et d'égalité relative n'est pas du goût de ceux qui ont été déchus de leurs anciens droits. Et toute la question est de savoir comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour essayer de récupérer le pouvoir. Maintenant que j'ai enfin découvert le fin mot de cette histoire, je peux vous garantir que c'est de l'excellent niveau, donc n'hésitez pas à jeter un œil.
Passons du coq à l'âne avec Here's to Us, le deuxième tome de la série What If It's Us, écrit à quatre mains par Becky Albertalli et Adam Silvera. C'est une romance contemporaine queer dans laquelle on va suivre deux jeunes hommes, Ben et Arthur, qui vont faire connaissance complètement par hasard dans un bureau de poste un été à New York. Et j'avais eu un beau petit coup de cœur pour le premier tome qui s'appelle What If It's Us, qui a été traduit en français chez Hachette sous le titre Pourquoi pas nous. À ma connaissance, cette suite est uniquement disponible en anglais. J'ai d'ailleurs pris la peine de l'écouter intégralement en version audio, donc je suis assez fière de moi parce que cette année j'ai été une mauvaise élève en termes de lecture VO, mais là je me suis mis un coup de pied au cul et je suis sortie de ma zone de confort et c'était ma foi une belle lecture. Pas à la hauteur du premier parce que je l'ai trouvé un petit peu plus amer et alambiqué, mais pour autant c'était vachement chouette de retrouver nos deux compères. Autre saga débutée en 2023 et qui me tient tout spécialement à cœur, c'est ma collaboration avec Ava May, le sponsor de la vidéo du jour. Avouez, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Ava May, c'est un créateur de parfums allemand qui a pour ambition de vous faire voyager grâce à une gamme de produits très étendue, très riche, qui va des bougies en passant par les diffuseurs, mais aussi les savons pour les mains, les brumes d'oreiller ou encore les palets désodorisants pour les voitures. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Le tout avec des compositions hyper clean, vegan, cruelty free. Les bougies sont à base de cire de soja naturel et le tout est fabriqué en Europe. Vous le savez, entre cette marque et moi, c'est une belle histoire d'amour qui dure depuis plus d'un an et je suis ravie d'avoir l'occasion de vous présenter quelques-uns de leurs derniers produits qui devraient beaucoup vous plaire. Je pense qu'avec l'arrivée du printemps, on est un peu toutes et tous pareil, on a envie de nouveaux projets, on a envie de dépaysement, de voyager, de vent de nouveautés. Et dans cette optique, je vous propose qu'on se dirige tout droit à Lisbonne avec une bougie, vous allez m'en dire des nouvelles, qui s'appelle Belém. Non contente d'être hyper dépaysante, cette petite merveille nous offre des effluves de crème à la vanille, de cannelle et de sucre. Ça donne un côté très gourmand, très réconfortant, tout doux. Et contrairement à ce que cette composition peut éventuellement faire croire, c'est pas du tout sirupeux, c'est pas entêtant, c'est pas une odeur qui est trop forte, trop prégnante. Ça diffuse juste ce qu'il faut, c'est subtilement sucré. Si je vous dis qu'on en mangerait, croyez-moi sur parole. Et si pour satisfaire vos envies d'escapade, le Portugal ce n'est pas encore assez loin, laissez-moi vous présenter le set qu'il vous faut, puisqu'il s'agit du set Blossom constitué de deux bougies, l'une qui va vous expédier directement la tête dans le sable en train de faire une petite sieste à l'ombre d'un palmier sur une plage aux Bahamas, et l'autre qui va vous permettre de vous réincarner en baroudeur et baroudeuse avec votre sac à dos directement en Perse. En ce qui concerne la bougie Bahamas, on est sur une valeur sûre qui est validée à 1000% et haut la main à la maison parce que j'avais déjà un diffuseur d'intérieur de la même gamme qui est absolument délicieux. Si vous aimez le monoeil, la noix de coco, les effluves qui sentent bon, l'été, la plage, le soleil, les vacances, la farniente, c'est la bougie qu'il vous faut. Idem pour la Perse puisque j'ai acheté un nombre incalculable de diffuseurs de parfums que j'ai utilisés à la maison mais aussi dans le Airbnb que je gère depuis quelques mois et les notes de jasmin, de figue et de néroli font toujours leur petit effet. On est sur un mélange plus racé, plus enveloppant et si vous avez déjà eu l'occasion de croiser la route d'effluves de néroli, vous ne pouvez pas les avoir oubliés, c'est un parfum à nul autre pareil pour lequel je me damnerai. Alors une fois n'est pas coutume, si vous avez envie de vous faire plaisir sans que votre porte-monnaie tombe en syncope, vous pouvez utiliser le code promo PRADAGO qui va vous donner droit à moins 50% sur la boutique et une mini bougie qui sera offerte pour chaque commande. Une excellente nouvelle à la fois pour vous, mais aussi pour ma mère, ma tante, ma belle-mère et mon frère à qui j'ai offert des produits Ava May pour Noël et qui sont toutes et tous devenus accros. Alors encore un immense et grand merci à Ava May pour leur confiance et c'est reparti pour parler bouquins. On continue dans le genre contemporain avec une petite duologie toute mignonne de littérature japonaise que j'ai commencé et terminé en 2023. Il s'agit de La papeterie Tsubaki écrit par Ito Ogawa et publié aux éditions Piquier et de sa suite La République du Bonheur qui se situe tous deux à Kamakura, un petit village côtier et au cœur duquel on va suivre le quotidien de Popo qui est une jeune trentenaire qui a hérité de la papeterie de sa grand-mère et qui reprend également son activité d'écrivaine publique et on va tout simplement la suivre au fil de ses missions, de ses commandes, de ses pérégrinations. C'est très doux, c'est gourmand, c'est lumineux et mine de rien très instructif parce que l'autrice s'autorise beaucoup d'incartades pour nous détailler les différents papiers, les différentes méthodes de calligraphie, les traditions, les us et coutumes. Je me suis régalée. Et on poursuit avec les séries que j'ai commencé et terminées en 2023 et on le fait dans l'ordre croissant de nombre de volumes contenus.
dans l'intégralité de la saga. Donc après la duologie de littérature japonaise que je viens de citer, je vous présente Steam Sailor, qui est écrit par Ellie S. Green et publié aux éditions Gulfstream. C'est de la piraterie steampunk française de haute voltige, de très grande qualité, dans laquelle on va suivre le destin de Prudence, qui est une jeune femme dotée de pouvoirs de préscience, qui essaie tant bien que mal de se faire la plus discrète possible, parce que les gens comme elle sont très mal perçus dans le monde dans lequel elle vit, et un jour, par un malheureux concours de circonstances, elle va être kidnappée par l'équipage de l'Héliotrope, un navire volant en quête des alchimistes, de puissants magiciens, et plus particulièrement du trésor qu'ils auraient laissé derrière eux. Et c'est le début de folles aventures aux côtés de cet équipage chamarré, bigarré, tendre, à la langue bien pendue et à l'humour ravageur. Je me suis délectée de cette trilogie que j'écoutais en version audio en moins d'une semaine. Je vous conseille le voyage. Et on enchaîne donc avec une série qui contient pas moins de 6 tomes en la personne de Blackwater, qui est écrit par Michael McDowell et publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé? On va suivre la famille Casquet qui vit à Perdido, un petit village en Alabama. Ce sont des propriétaires terriens qui vont voir leur vie de famille un peu chamboulée suite à l'arrivée d'Éléonore, qui en plus a fait son apparition dans des conditions assez mystérieuses, puisque le village était noyé sous les eaux suite à une crue, et elle s'est retrouvée là, on ne sait pas trop comment, à attendre pendant plusieurs jours dans l'hôtel et être secourue par l'un des membres de la famille. C'est le début d'une fresque, d'une saga familiale assez poisseuse qui m'a beaucoup plu grâce aux liens indéfectibles qui unissent tous ces individus, parce que même si cette famille est toxique jusqu'à la moelle, les uns et les autres restent ensemble envers et contre tout. Il n'y en a pas un seul qui pense à prendre la tangente, et c'est fascinant à observer. On les suit sur plusieurs générations et l'auteur a le don, un peu à la Stephen King, de dépeindre l'Amérique moyenne, les relations interpersonnelles et les mécanismes qui sont en action au sein d'un noyau familial. Par contre, toute la dimension horrifique m'a laissé plutôt imperméable, mais pour autant, j'ai dévoré les 6 tomes en quelques mois, donc le pari est globalement réussi. Et quelle plus belle façon de conclure cette catégorie des sagas terminées que Les Aventuriers de la Mer par Robin Hobb. Promis, je ne vais pas m'apesantir, c'était le numéro 1 de mon top des lectures de l'année. J'en ai parlé en long, en large, en travers, dans des vlogs, dans des recommandations, blablabla. Donc je me contenterai de vous dire que c'est de la fantaisie qui met en scène des pirates, mais pas que, des bateaux magiques. Il y a beaucoup de complots, de trahisons. On croise bon nombre de créatures terrifiantes qui ne le sont peut-être pas autant que certains humains qu'on va être amenés à suivre. Bref, c'est du génie. Robin Hobb est au sommet de son art. Elle écrit les personnages féminins comme personne. Les évolutions, les destinées des uns et des autres sont tellement maîtrisées, sont tellement originales et poignantes. J'adore, 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 j'adore. La preuve, j'ai bouffé les 9 tomes en moins de 6 mois. Avec un total de 3,5 tomes précisément à son actif, c'est le moment de parler de Evie Wild, qui est écrit par Eliane Harper et publié aux éditions MXM Bookmark. C'est de l'urban fantasy comique qui met en scène Evie, une sorcière feignante mais qui s'assume, qui n'a aucun scrupule, qui est à l'aise avec ce qu'elle est et ce qu'elle veut, et qui pourtant, pas de bol, va se retrouver enchaînée par un contrat magique à un enquêteur du surnaturel obtus et barbant en la personne de Raphaël Winter pour tenter d'élucider le vol d'un artefact magique extrêmement puissant. C'est drôle, c'est décalé, c'est déculpabilisant, c'est rafraîchissant. Chaque tome a son univers propre, les personnages sont plutôt bien campés. C'est un bon mélange et je me suis régalée. Dans la mesure où je nourris quand même le vague espoir d'offrir à cette vidéo une forme d'évolution logique, je vous propose qu'on s'attelle cette fois à évoquer ensemble les séries que j'ai commencé en 2023 mais que je n'ai pas encore terminé pour le coup. On va commencer avec une excellente surprise sortie de nulle part, arrivée dans ma vie de lectrice de façon totalement inopinée, inattendue. Je vous parle de Au bonheur des ogres, le premier tome de la saga Malocène écrit par Daniel Pénac et publié aux éditions Gallimard. J'ai découvert ce premier opus dans sa version audio lue par l'auteur lui-même et je me suis régalée de son irrévérence et de son humour caustique et pinçant, puisqu'on va suivre les tribulations de Benjamin Malocène, un trentenaire qui est en charge de tous ses frères et sœurs parce que sa mère
complètement fantasque est encore parti gambader avec un énième amoureux, le laissant avec toute la fratrie sur les bras. Et pour subvenir aux besoins de tout ce petit monde, il occupe le poste pas franchement flatteur de bouc émissaire dans un grand magasin. Imaginez, vous êtes un client de cet établissement, vous avez une réclamation à faire suite à un achat qui ne vous a pas du tout convenu, on va vous installer dans le bureau du directeur qui va vous passer un peu de pommade, va alors débarquer Benjamin avec ses grands airs de biche pris dans les phares, et son objectif à lui, c'est de vous faire tellement de peine que vous allez juste lâcher l'affaire et renoncer à toute velléité et toute réclamation. Comme si tous ces éléments n'étaient déjà pas assez loufoques en eux-mêmes. Vous allez aussi avoir toute une histoire de bombes, de libraires nazis, de petits vieux un peu bizarres qui traînent dans les parages. C'était très réjouissant et j'attendais avec beaucoup d'impatience la version audio du deuxième tome qui n'était pas encore enregistrée au moment où j'ai découvert le premier. Mais une fois que ça a été accessible, j'avoue que mon intérêt pour l'univers s'est émoussé, donc j'ai abandonné à un tiers du tome 2, je pense pas y retourner. Donc c'est une saga que j'ai commencé mais plus ou moins aussitôt abandonnée, alors que le premier tome était quand même très cool. Et puisque je suis sur cette lancée, poursuivons avec L'Impératrice du sel et de la fortune, qui est le premier tome de la saga Les Archives des collines chantantes. C'est publié aux éditions La Talente, ce sont des novellas magnifiquement écrites, qui nous racontent l'histoire de cette impératrice qui a été exilée et qu'on va découvrir à travers les yeux d'une femme qui a été sa suivante pendant de nombreuses années. C'était très beau, très original, mais tellement original que je pense que j'ai pas compris le quart de ce qu'on m'a raconté, et même si j'ai beaucoup apprécié, j'avais même acheté le deuxième tome, j'ai tellement plus aucun souvenir et pas forcément besoin de connaître la suite de cette saga historique. Du coup ça restera un bon souvenir de lecture, mais pour moi l'aventure s'arrête ici. En revanche, en termes de saga historique d'inspiration asiatique, j'ai découvert, j'ai pensé et j'ai bien l'intention de poursuivre Les Chroniques de l'érable et du cerisier, écrit par Camille Monceau et publié aux éditions Gallimard. C'est l'histoire de Ichiro, un petit garçon qui va être abandonné et recueilli par un samouraï qui vit en exil avec sa cuisinière. Le vieil homme va l'instruire et l'éduquer dans la voie du sabre, jusqu'au jour où un drame va venir frapper à leur porte, jetant Ichiro sur les routes tout seul, et ce garçon va devoir mener sa barque dans l'immensité du monde qu'il n'a jamais connu. C'est riche, c'est immersif, le tout servi par une plume d'une délicatesse et d'une poésie remarquable. Vivement le tome 4. Autre série parue chez Gallimard Jeunesse que j'ai attaqué, le premier tome du cycle des secrets qui s'appelle Les Marches des Géants, écrit par Manon Fargeton. Je crois que j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne, donc ça va être l'occasion de réparer cet oubli. En gros, c'est un roman choral de fantasy dans lequel on va suivre Equinox, une magicienne dont les pouvoirs reposent sur les secrets. Et ça fait des millénaires que cette magicienne gagne en force puisqu'elle est à la recherche des secrets qui ont le plus fort potentiel de destruction, parce que c'est précisément ceux qui lui apporteront le plus de magie, le plus de puissance. Et en parlant de ça, on va suivre le destin de Laura, qui va apprendre un secret de famille dont elle se serait bien passée et qui va faire exploser, voler en éclats toutes ses certitudes jusqu'à l'image qu'elle avait d'elle-même et de sa valeur intrinsèque. Et le tout va être matiné de complots politiques, d'intrigues de cour et d'un folklore autour de divinités disparues. C'est très prometteur, ça reste relativement introductif, mais j'ai bien hâte de voir ce que la suite nous réserve. Puisqu'on parle de fantasy que j'ai hâte de poursuivre, en 2023, j'ai attaqué L'Épée, la famine et la peste en lisant le premier des 2 tomes écrits par Aurélie Wallenstein et publié aux éditions Scrinéo. Et si j'ai une tête de sociopathe, c'est normal, parce que je trouve ça toujours bizarre de se réjouir d'aimer autant un livre si glauque, si poisseux, si cracra, parce qu'on va suivre le destin de 3 personnages dans un royaume dévasté, parce qu'il y a des monstres dans tous les sens, et surtout des tarantas, qui sont des femmes araignées qui tissent des toiles qui rendent les gens fous. Vous voyez un peu l'ambiance, pas très cool. Et au beau milieu de ce marasme, on va suivre un petit garçon qui est frappé par une malédiction bien costaud, mais aussi une jeune femme qui est traquée dans son village parce que tout le monde la soupçonne d'être une taranta. Et enfin, cerise sur la pomponnette, vous pouvez rajouter à ce tableau pas franchement reluisant un ancien soldat sanguinaire déchu qui a perdu femme et enfant et qui pourtant est persuadé que l'esprit de son petit garçon a survécu et qu'il s'est transféré dans un cerf qu'il essaie de maintenir en vie envers et contre tout. Autant vous dire que cette ambiance chasse aux sorcières avec des araignées géantes partout,
de la torture, des scènes d'abus, je vous épargnerai le reste. Ça m'avait emballé, je peux pas dire enchantée parce que sinon vous allez vraiment vous faire du souci pour ma santé mentale, et j'ai hâte de lire le deuxième et dernier tome. Et pour vous prouver que je ne suis pas une serial killeuse en dormance, je vous présente une autre série attaquée et dévorée, même s'il me reste un tome pour la clôturer. Il s'agit bien sûr de la saga des voyageurs, écrit par Becky Chambers, toujours publié aux éditions de La Talente. Là c'est du space opéra positif avec beaucoup de diversité de représentation et encore une fois des questionnements philosophiques sur la famille, sur l'intelligence artificielle, sur le poids du passé, sur la tolérance, l'acceptation, le vivre ensemble, le devoir de mémoire, l'écologie, le tatouage. Je vais arrêter mon énumération là, mais sachez qu'il y a encore bien d'autres thématiques et sujets qui sont tricotés dans cette trame. Et il me reste ce quatrième et dernier opus entre les mains avant d'avoir terminé ce grand voyage. Donc je l'ai commencé plusieurs fois et je me suis arrêtée parce que je ne suis pas prête à dire au revoir à cet univers, d'autant que j'aurais lu tout ce qui est sorti et disponible de Becky Chambers, et comme je ne sais pas si elle écrira autre chose ni quand, je préfère garder ça sous le coude pour le moment parfait. Et comme j'ai tardé à tourner cette vidéo, j'ai commencé à lire en 2024, donc j'ai attaqué également une saga. Il s'agit de Cozy Christmas Mystery qui est écrite par Karin Pitoki, et on va y suivre Jo, une scénariste mondialement reconnue parce que la série sur laquelle elle bosse cartonne depuis des années. Le problème c'est que son partenaire de vie et accessoirement associé sur le show l'a trompée, donc elle a décidé de disparaître des radars et de retourner dans la maison de son enfance, St. Mary Hill, qui est un petit cottage anglais dans un village très confidentiel, et son retour va mettre en ébullition tous les habitants, notamment son ami d'enfance Lawrence. Et par-dessus le marché, vous pouvez rajouter une série de morts de petites vieilles un peu bizarres qui ont tendance à se produire selon le même schéma. C'était très fun, c'était très émouvant, j'ai beaucoup aimé la construction des personnages. Bien sûr c'est totalement invraisemblable, mais c'est du super divertissement et j'ai hâte d'être à Noël prochain pour découvrir le tome 2. Histoire que tout le monde sache où il en est, moi inclus dans cette vidéo. Pour rappel, on a donc balayé l'ensemble des sagas que j'ai terminées cette année, mais aussi celles que j'ai commencé en 2023. Donc si on veut entretenir une forme de logique et rester cohérent dans la progression, je pense que c'est le moment d'évoquer les sagas que j'ai poursuivies. En 2023, j'ai poursuivi la saga Akata Witch en découvrant le deuxième tome sur 3. C'est écrit par Nnedi Okorafor et publié aux éditions de l'École des loisirs. C'est une saga de fantasy nigériane qui nous raconte l'histoire de Sunny, une jeune femme albinos qui est née et a été élevée aux États-Unis mais qui retourne au Nigeria avec sa famille autour de l'âge de 16 ans, et c'est très compliqué pour elle parce que non seulement comme elle est albinos, elle est rattachée à tout un tas de superstitions pas forcément très sympathiques, et en plus de ça, elle va se découvrir des pouvoirs magique dont elle ignore tout et mettre le doigt dans un monde qui la dépasse totalement. J'adore cette saga que je trouve inventive, maligne, dépaysante, chaleureuse. Il y a du juju, des épices, des malédictions. C'est vraiment un Harry Potter à la sauce nigériane avec des esprits, des sacrifices. C'est un régal. Le seul regret que je peux nourrir, c'est que la saga n'a pas très bien marché en français, ce qui fait que les 2 premiers tomes uniquement ont été traduits. Et pour avoir le fin mot de l'histoire, je me procurerai donc la suite en anglais parce que j'ai trop envie de savoir ce que vont devenir ces personnages. Et je pense que ce sera l'un de mes objectifs de 2024, de terminer cette trilogie. Alors rendez-vous dans la vidéo de l'année prochaine pour savoir si j'ai réussi. J'ai également enfin pris le temps de lire le tome 6 de Anne d'Ingleside qui est écrit par Lucy Maud Montgomery et publié aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. J'ai pas vraiment d'explication quant à cette immense latence entre le tome 5 et le tome 6, si ce n'est que je l'avais mis dans ma valise pour la maternité quand j'ai accouché de Mia. J'ai essayé de lire les premiers chapitres pendant que j'avais mon gros ventre et que j'attendais qu'il se passe quelque chose, mais j'avais pas du tout la tête à ça. Et bizarrement, comme j'ai associé ce livre à cet instant, j'ai pas réussi à y retourner tout de suite. Il m'a fallu 1 an et ça a été un plaisir de retrouver cette chaleureuse rouquine et toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Je me contenterais bien de dire ça parce que c'est quand même un tome 6 et même si ce sont plus des chroniques de vie, malgré tout il s'est quand même produit quelques événements au fil des années qu'il serait dommage de dévoiler. C'est toujours une saga très chère à mon cœur, même si elle n'a pas la même force et le même impact à mes yeux que les 4 premiers volumes, ça reste quand même une saga indétrônable.
J'ai également enfin pris le temps de lire le tome 3 de Page et compagnie qui est écrit par Anna James. C'est une édition en anglais parce que malheureusement seul le premier tome est disponible dans notre langue. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec ses grands-parents dans la librairie dont ils sont propriétaires et qui un jour va se découvrir la capacité de pouvoir discuter avec ses personnages de fiction, mais en plus de pouvoir plonger dans ses histoires favorites et de naviguer à travers tous les rebondissements. Vous pouvez lui donner sa chance parce que c'est totalement accessible, c'est de la jeunesse et je trouve l'imagination de Anna James charmante, débordante, c'est chaleureux, c'est truculent, c'est douillet, c'est gourmand. C'est une saga dans laquelle il fait bon se pelotonner comme un chat dans un plaid au coin du feu. Et ce troisième tome n'a pas fait exception à la règle parce que si le premier se déroulait uniquement en Angleterre, le deuxième se passait à Paris, celui-ci fait une belle incartade aux États-Unis, mais pas seulement, c'est une super saga et je suis bien contente de l'avoir poursuivi. Et comme les mots-clés saga jeunesse, gourmand, réconfortant, au coin du feu flottent encore dans l'air, c'est le moment de parler du deuxième tome des Mémoires de la Forêt qui est écrit par Michael Brun-Arnaud, qui s'intitule Les Carnets de Cornelius Renard. On est toujours plongé dans la forêt de Belle-Écorce aux côtés de Archibald qui est un renard libraire et à qui il arrive tout un tas d'aventures d'un tome sur l'autre. Ce tome était consacré à l'automne et à tous les secrets, tous les mystères, tous les non-dits qui gravitent autour de l'arbre généalogique de la famille Renard. C'était, une fois n'est pas coutume, très bien exécuté, très émouvant. Il m'a moins dévasté que le premier, mais j'ai pris un plaisir indicible à m'y plonger. Les illustrations de Sanoé sont toujours merveilleuses et je peux même me vanter d'être actuellement plongée dans le troisième tome puisque je le lis avec Mia. On avance d'un chapitre tous les soirs. On vient tout juste de s'y mettre, mais j'ai l'impression que celui-ci va beaucoup me parler. Et puisque je claironnais comme une otarie extatique mon amour pour Robin Hobb en clôturant la catégorie des sagas terminées, c'est tout naturellement que je peux faire la même chose, mais cette fois-ci avec sa saga L'Assassin Royal. Je suis actuellement dans le tome 9. J'ai donc dévoré le 7 et le 8 en ce début d'année 2024, raison pour laquelle je peux fièrement l'inclure dans cette vidéo et je vais continuer à poncer les audios lus par Sylvain Agaès parce que je suis tellement contente d'avoir retrouvé Fitz et toute sa bande. J'ai eu le sentiment de rentrer à la maison après des mois d'absence, comme si j'avais fait le chemin de Compostelle, que j'avais des cloques et des ampoules plein les pieds, que j'avais les épaules en compote, mais quand même la tête pleine de bons souvenirs parce que je venais de terminer Les Aventuriers de la Mer, donc c'était quand même très positif. Et 2024 sera encore une fois placé sous le signe de l'Assassin Royal. Dans un souci d'exhaustivité, je mentionnais deux sagas que j'ai également poursuivies, mais qui à mes yeux sont plus anecdotiques, à savoir Le Journal de Gurty avec le tome 11. Je suis d'ailleurs à la bourre parce qu'il me semble que depuis, il y en a un qui est sorti et d'habitude, je les lis toujours dans la foulée de la publication. Là, c'est pas le cas. À mon humble avis, je suis tout simplement en train de lâcher la rampe. Je pense que 11 volumes pour suivre les aventures d'une petite chienne qui part à chaque vacances dans le mât provençal avec son maître, déjà pas si mal. À 31 ans, je crois qu'il est temps que Gurty continue ses aventures sans moi. Et l'autre série que je mentionne dans la foulée et qui pourtant n'a strictement rien à voir, que ce soit en termes de tranche d'âge, de contenu, c'est le tome 4 de Akota. Là, je dois dire que c'est plus une deuxième lecture. En tout cas, je l'avais abandonné au quart de rage à la première tentative et je sais pas ce qui m'a pris. Début 2023, j'ai eu envie de retourner dans cet univers. Je l'ai donc enquillé et j'en suis venue à bout. Mais pareil, je crois que je suis arrivée au bout de l'aventure parce que je déteste Nesta et qu'en plus tous les tropes qui étaient déjà utilisés dans la première trilogie sont réemployés sans vergogne, copier-coller, c'est du réchauffé qui ne m'a pas du tout convaincue. Et comme en plus l'autrice s'est retrouvée coincée elle-même par ce qu'elle avait posé dans ses opus précédents en termes de puissance, en termes de capacité, en termes de pouvoir, elle est toujours dans la surexploitation en faisant fi de toute crédibilité. Donc je suis allée au bout de ce quatrième tome, mais sincèrement, l'aventure s'arrête ici. Et puisque ces deux derniers titres glissent tranquillement de la catégorie saga avancée en cours de progression vers les abandons, je vous propose qu'on reste dans ce secteur. Il y en a quelques-unes pour qui ça s'explique très facilement, puisque c'est une question de tranche d'âge. C'est principalement des lectures jeunesse qui m'ont intéressée, qui m'ont captée à un moment T de ma vie de lectrice où j'y étais réceptive. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Je ne dis pas que je ne lis plus de jeunesse parce que ce serait mentir, mais j'en consomme beaucoup moins qu'avant, ce qui fait qu'indubitablement, je suis plus sévère et exigeante envers les œuvres que je continue à consulter, et celles que je vais mentionner là tout de suite ne sont pas mauvaises, elles ne sont tout simplement plus de mon goût. C'est le cas par exemple de Starfell qui est écrit par Dominique
Dominique Valente. Je crois que la version française est publiée aux éditions Casterman. C'est une mignonne histoire de sorcière qui a le don de retrouver les objets perdus. Dans le premier tome, elle va être contactée par une magicienne beaucoup plus puissante pour l'aider à retrouver une journée qui a tout simplement sombré dans l'oubli. Plus personne ne s'en souvient. Et c'était une jolie quête, c'était plutôt tendre, bien ficelé, très inventif. Mais mon intérêt s'est émoussé, j'ai lu les 2 premiers tomes et je ne poursuivrai pas. Un petit peu dans le même esprit, j'ai calé et je ne pense pas redémarrer la locomotive de Une histoire de sorcellerie qui est le spin-off du Pays des Contes écrit par Chris Colfer. C'est une quête identitaire, une histoire de fées, de créatures qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus complète et beaucoup plus contemporaine et actuelle que ce que pourraient laisser présager les couvertures. Et je m'étais régalée avec le premier tome. J'ai essayé de me lancer dans le deuxième, je suis arrivée pratiquement à la moitié en le lisant avec Mia. Ça reste une série très intelligente, pertinente, incisive, qui aborde bon nombre de faits de société, de représentations, de diversité, qui offre des modèles et qui véhicule un tas de très beaux messages sur l'acceptation, sur le vivre avec soi et les autres. Mais j'ai passé l'âge, que voulez-vous. En 2023, j'ai aussi renoncé à poursuivre l'aventure de Winter House Hotel qui est écrit par Ben Gutterson. C'est publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. J'avais bien aimé le premier tome qui nous plongeait dans cet hôtel perdu en pleine montagne. Il y avait des secrets de famille, une petite fille qui débarquait là pour passer les vacances parce qu'elle y avait été expédiée par son oncle et sa tante qui sont ses tuteurs légaux qui voulaient tout simplement se débarrasser d'elle. Il y avait des mystères qui tournaient tous autour des mots, des lettres, des livres, de la littérature et en plus de ça, vous aviez des scènes de luge, de puzzles géants, de chocolat chaud. C'était douillet, c'était réconfortant, ça hurlait l'hiver, c'était chouette. Mais un tome me suffisait parce que ça manquait clairement d'ampleur, ça manquait d'enjeu. Les opposants, les grands méchants n'avaient aucune envergure, n'avaient aucune consistance et leurs actions n'avaient aucun impact en dehors de cet hôtel. Donc ça ne suscitait pas un enjeu dramatique suffisant pour m'accrocher au-delà d'un volume et j'ai effectivement tenté le coup avec le deuxième, j'ai abandonné au bout de 100 pages, je l'ai posé un jour sur ma table de chevet et je ne l'ai jamais rouvert. Donc j'ai fini par le revendre et je ne regrette rien. Et là on accoste sur les berges des abandons un peu plus surprenants puisque j'ai remisé au placard la saga La Scholomance qui est écrite par Naomi Novik. Là je vous montre le premier tome qui s'appelle Éducation meurtrière, c'est publié aux éditions Pygmalion. Ça m'avait valu non pas un coup de cœur mais en tout cas un excellent moment de divertissement. Je m'étais régalée avec ce premier opus qui nous plonge au cœur d'une académie de magie qui fonctionne en vase clos. À partir du moment où vous y entrez pour votre première année, vous n'en sortez qu'au bout de votre scolarité à condition de survivre à tous les monstres qui essaient de vous bouffer pour entretenir la magie et les infrastructures. C'était haletant, c'était décalé, c'était original et c'était bien mené, donc je n'avais rien à y redire, d'autant qu'il y a un suspense insoutenable qui est instillé à la toute dernière page de ce premier tome. Et là où j'ai été très déçue, c'est que dans le deuxième, j'ai abandonné pourtant à 60%. Cet élément narratif n'était toujours pas réinjecté, réexploité pour faire monter la tension dramatique, ce qui a rendu l'ensemble hyper redondant. C'est toujours les mêmes mécanismes, c'est toujours les mêmes rouages, parce que c'est toujours les mêmes menaces, c'est toujours les mêmes personnages. Donc l'autrice essaie tant bien que mal de se renouveler, mais c'est un vase clos. Donc elle ne peut pas non plus sortir de son chapeau des tonnes d'éléments qu'elle n'aurait pas mis en place dans le premier, ce qui fait que je me suis ennuyée ferme et pourtant il se passe des trucs horrible et sordide, mais elle essaie tellement de maintenir une tension permanente, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas être tout le temps en apnée, enfin en tout cas de mon côté je ne l'étais pas, ça a fini par perdre tout intérêt, donc je garde précieusement le premier tome dans ma bibliothèque, mais je me suis séparée du deuxième. Je sais même pas si j'ai envie de mentionner 2 abandons en particulier qui découlent de lectures absolument exécrables qui font partie de mes flops intersidéraux de l'année 2023, donc je vais les mentionner là comme ça en passant, mais je vais pas m'apesantir. Il y a notamment La Passeuse de mots qui est publiée aux éditions Hachette, je me souviens même plus du nom des auteurs. J'ai détesté, j'ai honni, j'ai haï ce premier tome qui me promettait pourtant monts et merveilles, mais l'exécution était trop puérile, était trop jeune, était trop immature. Les autoristes ont voulu tout mettre et ne développent rien. On passe de la Reine des Neiges à Dracula, puis l'Atlantide, puis les Pirates des Caraïbes, puis la passe miroir et on essaie de mettre tout ça avec Ali Baba. Ça ne fonctionne pas, il y a un moment il faut choisir ses décors. On ne peut pas mettre 70 ambiances dans un tome 1 et tout bien maîtriser, tout gérer. Je ne vous parle même pas des personnages qui étaient caricaturaux, mal écrits, insupportables, gênants. Je me suis infligée de terminer ce premier tome, mais
passons, jamais la suite. Je serai un peu moins vindicative avec le deuxième titre, même si c'est une déception assez amère aussi, parce que j'ai tourné autour pendant des semaines et des semaines et des semaines avant d'enfin me décider à l'acheter. J'ai été hyper déçue, il s'agit de Âme Miroir, qui est publié aux éditions Albin Michel dans leur collection. Oui, idem, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais la promesse était très alléchante puisque on se situe sous la Régence en Angleterre et on va suivre une jeune femme qui essaie tant bien que mal de faire ses débuts dans la société, alors que quand elle était enfant, elle a fait la rencontre d'un grand failli qui lui a arraché la moitié de son âme. Depuis, elle n'arrive plus à gérer et à ressentir les émotions comme une personne normale. Handicap dont elle peut plus ou moins s'accommoder quand elle est en vase clos, en petit comité. Sauf qu'une fois arrivée à Londres pour être présentée en même temps que sa cousine à la grande société, ça devient plus compliqué. C'est censé être une histoire de magie, de fae, le tout avec un petit arrière-goût à la Orgueil et Préjugés. Et c'était ni fait ni à faire. Il y a un mystère qui nous est apporté comme ça. Une enquête qui tombe comme un cheveu sur la soupe, qui est résolue paf paf en 2 temps, 3 mouvements. La romance est peut-être l'une des seules choses qui m'a à peu près satisfaite, même si j'ai pas du tout vibré pour les personnages parce que je n'en avais strictement rien à faire. J'ai trouvé ça boiteux, je trouvais ça bancal, c'était... Oui, non, c'était vide. Voilà, c'était une lecture vide. Donc... Next. En revanche, vous risquez d'être plus surpris, peut-être autant que moi, quand je vais vous parler des 2 titres qui faisaient partie de mes sagas chouchou et auxquels j'ai renoncé en 2023. On va commencer avec Broadway Limited de Malika Ferjouk qui est publié aux éditions de l'École des Loisirs. J'avais eu un immense coup de cœur pour ce premier tome que je garde bien au chaud dans ma bibliothèque. Et peut-être 2 ans plus tard, j'ai voulu lire le tome 2 et le charme était complètement rompu. Je n'avais que faire de ces destins croisés. Je ne me souvenais plus du tout qui était qui, donc j'ai eu du mal à raccrocher les wagons. Ça a peut-être joué aussi, pour autant j'ai pas du tout eu envie d'y remédier. J'ai fini ce 2e tome, mais je l'ai revendu et je ne lirai pas le 3e et dernier opus. Et la décision sans doute la plus difficile et la plus brise-cœur, mais je ne pouvais plus continuer sur cette lancée. J'ai abandonné Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié aux éditions Lumen. Pas forcément de gaieté de cœur, parce que c'est une saga qui a une place immense dans mon cœur. Ce sont des personnages que j'ai aimé suivre, un univers qui était inventif, mais là où je me suis régalée avec les 5 premiers volumes, j'ai commencé à souffrir à partir du 6 et ça n'a fait qu'aller en empirant parce que c'était des dialogues et des circonvolutions à n'en plus finir. On fait un pas en avant, on en fait 8 en arrière et on réfléchit, on anticipe, on se concerte et puis une fois qu'on a fini de se concerter, on change de lieu et puis on se reconcerte et une fois qu'on a fait ça, ah bah il y a une nouvelle personne qui arrive et bien reconcertons-nous. Je n'en pouvais plus. Comment l'autrice peut étirer autant son intrigue et son histoire comme du beurre sur une tartine en pensant que ça va suffire, qu'elle aura assez de matière et que notre intérêt ne va pas s'émousser au fil de l'eau. Pour moi c'est proprement scandaleux parce qu'en plus les livres sont de plus en plus épais et il ne se passe rien. Et pourtant on ne pourra pas m'empêcher d'avoir persévéré parce que là je vous montre le tome 1, mais j'ai été jusqu'au tome 9 que j'ai fini par abandonner, je pense à un gros tiers. Je n'en pouvais tout simplement plus et plutôt que de prendre tout ce petit monde en grippe de manière ferme et définitive, j'ai préféré lâcher l'affaire. Je garderai mes bons souvenirs, je garderai ces bons moments passés avec eux. Tant pis, je ne connaîtrai jamais le fin mot de cette histoire. J'ai gardé seulement le premier tome dans ma bibliothèque, j'ai revendu tous les autres. C'est fort dommage, mais c'est un travers qu'on retrouve souvent en jeunesse, en fantaisie, avec des auteurs qui veulent surfer sur leur succès, mais au bout d'un moment, arrêter de prendre les gens pour des pigeons. On ne va pas payer 20 € chaque tome pour qu'il ne se passe rien du tout et souffrir pendant 800 pages. Donc j'arrête les frais, c'est bien dommage, l'aventure s'arrête pour moi. Et c'est sur cette note follement réjouissante que je vous propose de clôturer cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si jamais vous êtes curieux et curieuse de découvrir les séries qui traînent dans mes bibliothèques depuis longtemps, qui sont sur pause, mais que j'hésite soit à poursuivre, soit à arrêter, qui sont un petit peu sur la sellette ou pour lesquelles je rencontre des difficultés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je vais publier un reel pour vous les présenter. Cette année, j'essaie de réfléchir à une manière d'agencer les contenus sur mes différents réseaux sociaux pour qu'ils se complètent harmonieusement et pour l'instant, je suis plutôt satisfaite, d'autant que le Patreon arrive tout bientôt et que lui aussi je l'ai réfléchi pour être en harmonie, en accord et en complémentarité avec tout le reste. Donc je suis vraiment impatiente de vous dévoiler tout ça, mais en attendant je suis surtout impatiente de vous retrouver dans les commentaires pour que vous me donniez une saga que vous avez abandonnée, une saga que vous adorez et une saga que vous aimeriez commencer en 2024. J'ai trop hâte de vous lire, de pouvoir échanger sur nos univers préférés et d'ici là je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. No one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star
could never shine as bright as you. Shine as bright as you.